Professeur cher Olivier, on se connaît un petit peu. Merci infiniment d'avoir pris le temps une nouvelle fois de venir échanger avec nous malgré votre emploi du temps qui est chargé parce que vous avez des multiples fonctions et que toutes ces fonctions vous passionnent autour de, j'ai l'impression, 3 grands domaines. Celui du soin, vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital Broca, d'où vous venez ce matin. Celui de la recherche et de l'innovation, et puis celui de la transmission, vous êtes professeur d'université auprès d'étudiants en médecine, donc vous êtes PU, PH, comme on dit dans le monde de la santé qui adore les acronymes. Vous êtes ici ce soir, aujourd'hui, comme cardiologue réputé, mais vous étiez déjà dans la même salle il y a 1 an comme gériatre, où vous nous aviez transmis votre expérience et vos conseils, comme vous allez le faire aujourd'hui sur le plan de la cardiologie. Cette conférence, le cœur, comment le protéger. Vous avez été, comme gériatre, président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui réunit tous les gériatres de France. Et vous avez fondé, vous êtes toujours le président du Gérontopole Île-de-France, qui s'appelle le Gérondif, avec un apostrophe, qui est un pôle d'expertise très reconnu, pas simplement en France, pour ses activités de recherche et pour son soutien et son laboratoire d'évaluation de nouvelles technologies de santé destinées à améliorer la vie des seniors. C'est le seul laboratoire existant en France. Et j'en souligne ici la qualité. Je vous invite à aller voir le Gérondif, mais vous nous direz peut-être un petit mot de ce bel outil. Vous êtes aussi auteur, écrivain d'ouvrages médicaux et de publications savantes dans beaucoup de congrès français et internationaux. J'en cite juste 2. Le guide Papa. Alors, le guide Papa, ce n'est pas un guide pour être un bon papa. C'est un guide pour bien prescrire les médicaments aux personnes âgées. C'est un vrai sujet. Il y a 10 000 morts par an suite à des mauvaises administrations de médicaments. Et puis, le guide de la cardiogériatrie, parce que vous dominez les 2 disciplines, je le disais à l'instant. Et cette association de compétences, elle est à la fois rare et précieuse. Elle va nous être très, très utile aujourd'hui. Par exemple, à un congrès fin 2022, j'avais noté que vous aviez démontré que quand la pression artérielle varie, les troubles, les fonctions cognitives déclinent. C'est un exemple parmi tant d'autres de la place centrale du cœur, cet organe qui ne dort jamais, comme on dit. Vous connaissez, Olivier, le proverbe de Jacques Coeur, il s'appelle Coeur, on ne peut pas l'inventer, qui disait « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Alors vous allez nous dire comment il faut qu'on fasse pour conserver la force de notre cœur. Nous vous écoutons. Merci d'être là. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, cher Hervé. C'était très sympathique comme présentation. Donc c'est un vrai plaisir d'être là. Je suis donc effectivement médecin, professeur de gériatrie avec 2 spécialités. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Ils ont changé les études de médecine, mais avant, on pouvait faire deux spécialités, ce qui est une richesse. Donc la cardiologie et la prise en charge des personnes âgées, la gériatrie. Donc je gère un service à l'hôpital Broca, où on fait à la fois de la prévention, et je vais vraiment insister sur la partie prévention, parce que vous savez que l'espérance de vie augmente, on va vivre de plus en plus vieux. Vous entendez peut-être qu'il y a de moins en moins de docteurs, il y a de moins en moins d'infirmières, donc il y a de plus en plus de gens, et de moins en malades potentiellement, et de moins en moins de personnes pour s'en occuper. Donc l'idéal, c'est la prévention, prévenir pour éviter de devenir malade. Et donc de pouvoir vieillir le plus longtemps possible en bonne santé sans avoir besoin d'avoir recours aux docteurs ou aux infirmières parce que là, il faut des fois attendre longtemps pour avoir un rendez-vous. Donc je vais vraiment insister sur cette partie de prévention et on va voir ensemble un certain nombre de trucs que vous devez faire. J'espère que vous les faites, sinon à partir de demain, vous les ferez et puis vous les apprendrez à vos amis pour ne pas tomber malade. Alors justement, est-ce que vous avez une idée actuellement de l'espérance de vie en France? Quel âge? 80 ans pour les hommes. Il y en a un qui a révisé avant de venir, c'est vrai. Il a tout bon. Avant, c'était 79. On a pris 1 an, ce qui était énorme, de prendre 1 an en moyenne d'espérance de vie. Et pour les femmes?
Ouais, 85 aussi, donc vous connaissez tous très bien. Vous voyez, c'est presque 86 pour les femmes, hein, 85,7. Et vous avez 80 ans chez les hommes. Vous voyez qu'avant, c'était 85. On a pris pour les femmes, hein, 0,6. Et là, c'était 79,80. Donc, il y a une augmentation très importante de l'espérance de vie. Et donc, bah, si on vit plus longtemps, l'objectif, c'est de vivre sans problème de santé. Et pour ça, ça se prévient à 50 ans, à 60 ans. Hein. Tout ça, c'est la prévention dont on va discuter. Alors, quand on est arrivé à 80 ans, quelle est notre espérance de vie? Est-ce que vous m'avez dit pour un homme, c'est 80, donc c'est 0? Non. Et pour une femme, c'était 85, donc ça serait 5? Non. Si je suis arrivé à 80 ans, je ne me suis pas fait écraser, je n'ai pas eu d'accident de la route, je ne me suis pas suicidé, je n'ai pas fait le cancer. Donc en fait, je suis déjà résistant et je vais vivre encore plus longtemps que la moyenne. Et vous voyez que pour une femme, je vais 11 ans, hein, 11,5. Vous voyez, ça va jusqu'à 91. Et pour un homme, 9. Donc vous voyez, plus on vit, et ça c'est de bonnes nouvelles, hein, plus on vit vieux, plus on va encore vivre vieux, parce qu'on a évité un certain nombre de problèmes au cours de la vie. Alors maintenant, de quoi est-ce qu'on meurt, à votre avis, en France, après 75 ans? Quelle est la première cause de mort? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la maladie, mais est-ce que c'est le cancer ou est-ce que c'est le cœur? Voilà, parce que c'est les deux grandes causes. Le cœur? Alors, en France, tout âge confondu, première cause est le cancer, tout âge confondu. Mais si on prend que après 75 ans, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, quand on est plus jeune, moi à mon âge, ce qui me guette plus, c'est plus le cancer que la maladie cardiovasculaire. Et puis quand j'aurai 80 ans, ce qui me guettera sera moins le cancer, mais c'est plus à ce moment-là les maladies cardiovasculaires. Vous voyez, le cardiovasculaire, c'est le vert. Donc à 65 ans, c'est d'abord le bleu, le cancer. Et puis après, vous voyez que 75, à peu près pareil, mais le cardiovasculaire arrive devant. Puis 85, 95, c'est largement les problèmes cardiovasculaires et moins les problèmes de cancer. Donc vous voyez, tout ça, c'est important de connaître. Donc vous voyez, dans le monde, hein, en France, je vous dis c'est cancer, mais dans le monde, ça reste le cardiovasculaire, quel que soit l'âge. Hein. Le cardiovasculaire en France, et vous voyez que vous avez des chiffres, 1 million de personnes hospitalisées, 140 000 décès pour des problèmes cardiovasculaires chaque année. Alors maintenant, quand on parle de maladie cardiovasculaire, on parle de quelle maladie? Donc AVC, tout le monde sait ce que ça veut dire? Accident vasculaire cérébral, je vous en parlerai. Ce n'est pas la première cause de mort dans les cardiovasculaires, hein, l'AVC. Ouais, c'est l'infarctus, le cœur. Hein. Donc on va aussi en parler, l'infarctus du myocarde. Ensuite l'AVC. Qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie cardiovasculaire? Alors l'obstruction des artères, oui c'est ça. Si c'est l'artère du cou, c'est mon cerveau qui va se boucher. Si c'est l'artère du cœur, c'est l'infarctus. Donc effectivement, alors ça peut être d'autres artères, ça peut être des artères du rein, et le rein sera malade. Ça peut être les artères des jambes, et on aura ce qu'on appelle de l'artérite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre? Alors après, il y a les valves. Au niveau du cœur, on a des valves qui marchent dans le cœur. Je vais vous montrer ce que c'est. Et des fois, on a des valves, et des fois, elles peuvent être soit serrées, soit fuir, effectivement. Alors après, on va avoir ce qu'on parle de facteurs de risque. C'est-à-dire, c'est des facteurs qui font que je vais développer une maladie cardiovasculaire. Le diabète, l'hypertension en font partie, on va en parler. L'obésité, c'est des facteurs de risque, tout ça. Donc comme maladie, il y a une maladie qui est très importante, vous ne me l'avez pas citée. Alors l'athérosclérose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les artères qui se bouchent. Alors l'embolie pulmonaire, ça en fait partie, c'est pas une des plus fréquentes, mais on va voir, c'est aussi des vaisseaux qui se bouchent, mais les vaisseaux du poumon. Alors l'anévrisme, ça arrive, mais c'est pas le truc le plus fréquent. C'est les artères qui sont, au contraire, au lieu d'être rétrécies, elles sont trop grosses, et des fois ça peut éclater. Alors les amputations, ça fait partie des artères qui sont bouchées au niveau des jambes. Ouais. Donc c'est une maladie, ouais, pourtant c'est une des plus fréquentes, et c'est intéressant, hein, personne ne la connaît. L'hypertension, c'est un facteur de risque. Alors, l'arrêt cardiaque, c'est la fin de chaque maladie. Hein, ça. Bon, non, le cholestérol, c'est un facteur de risque. Bon, vous m'avez tout dit, sauf ce que j'attendais, c'est bien.
C'est comme ça qu'on fait de l'enseignement, hein. Donc la maladie, elle s'appelle insuffisance cardiaque. Vous avez déjà entendu parler? Le cœur qui est fatigué. Bon, je vous montrerai ce que c'est, mais c'est une des principales causes de maladies cardiovasculaires en France. Donc vous voyez, vous avez le cœur en premier. Vous voyez que l'insuffisance cardiaque, c'est le numéro 2. Vous ne me l'avez pas cité, le numéro 2. Ensuite, vous avez c'était le numéro 3, parce qu'il y a les valves cardiaques qui sont aussi associées. La maladie artérielle, on en a parlé, et c'est l'AVC, le numéro 2. Donc, vous m'aviez dit les 2 premiers, mais vous voyez que l'insuffisance cardiaque est vraiment juste à côté de l'AVC en numéro 3. Alors, une question. Les maladies cardiaques, c'est plus grave chez l'homme ou chez la femme? Il y a plus de femmes dans la salle, j'ai l'impression que... Mais vous avez raison, c'est chez les femmes. C'est chez les femmes, hein, je vous ai dit en France, première cause de mortalité, même devant le cancer, hein, plus chez les femmes, et numéro 2 chez les hommes. Alors pourquoi il y a une différence entre hommes et femmes? Alors ça c'est vrai, il y a des symptômes qui sont des fois un peu plus atypiques, on verra. L'infarctus, normalement c'est j'ai mal dans la poitrine, bah, des fois chez une femme c'est j'ai mal au ventre, c'est pas exactement les mêmes symptômes. Normalement c'est plutôt protecteur, hein, donc ça devrait plutôt protéger. Alors il y a des gens qui disent qu'elles sont plus stressées, peut-être, oui. C'est ce que je viens de dire, plus de stress. Et puis, il y a quelque chose, c'est qu'elles s'occupent un peu moins de leurs problèmes de santé. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de leur mari, elles travaillent. Et du coup, elles ont un peu moins de temps de s'occuper d'elles et d'aller consulter. Enfin, c'est une des hypothèses qui est évoquée. Alors, je vous explique très schématiquement comment ça marche le cœur. Donc, on a 4 cavités dans le cœur. Donc, dans le cœur, à chaque fois, ça pulse. C'est comme une pompe, hein, ça envoie du sang pour irriguer tous les vaisseaux. Et puis ensuite, ça irrigue et ça apporte de l'oxygène à tous les organes. Et puis ensuite, il y a de l'oxygène qui revient quand je respire par les poumons et qui va revenir au cœur. Et puis ça recommence. Donc ça pulse, ça reprend de l'oxygène, ça pulse, ça reprend de l'oxygène, comme ça, toute la vie. C'est extraordinaire, hein, et ça ne s'arrête jamais, sauf quand on est mort. Et donc, vous voyez, vous avez donc du sang qui est d'abord dans l'oreillette, ça part dans le ventricule, puis après, ça va dans l'aorte. Et c'est l'aorte qui est ici, qui va irriguer tous les organes. Et donc là, vous avez de l'oxygène qui arrive partout dans vos organes. Et puis après, ça revient dans le cœur, du côté droit. Là, c'est le côté gauche, là, c'est le côté droit. Ça va dans les poumons, ça reprend de l'oxygène. Et puis à ce moment-là, il y a de nouveau du sang oxygéné qui revient, qui apporte de l'oxygène. Et puis comme ça continue, comme ça tout le temps, tout le temps. Et puis vous voyez, c'est entre les deux qu'il y a des valves des fois qui peuvent moins bien marcher. Donc tant que le cœur marche bien, ce qui est extraordinaire, hein, comme truc, on va être vivant. Et donc des fois, l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui va moins bien pomper. L'infarctus, c'est qu'à un moment, un de ces vaisseaux-là, celui-là qui va au cœur, se bouche. Des fois, c'est celui-là qui va au vaisseau qui se bouche. Des fois, c'est celui-là qui va dans les membres, dans les reins ou dans les jambes qui se bouche. Et donc, à ce moment-là, vous avez moins d'oxygène, puisque l'oxygène arrive par là, il y a moins d'oxygène qui arrive. Et à ce moment-là, quand un organe n'a plus d'oxygène, il meurt. Et on va voir qu'il meurt en combien de temps? En 4 à 6 heures. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on a un symptôme, si on appelle le SAMU et qu'on va à l'hôpital, on peut nous déboucher les vaisseaux. Et si on le fait dans les 4 à 6 heures, il n'y a aucune séquelle. Si on attend 12 heures, malheureusement, c'est trop tard. L'organe, il n'a pas reçu d'oxygène pendant 12 heures. Il est mort, même si on le débouche, l'organe est bien atteint. Alors donc, vous avez vu qu'il y a 2 types de vaisseaux. Enfin, je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs. Quand c'est rouge, c'est des artères, hein, ce qui envoie le sang. Et quand c'est bleu, c'est des veines, c'est ce qui ramène le sang au cœur. Et donc on va voir, des fois, c'est des artères qui peuvent être bouchées. Et puis des fois, c'est des veines qui peuvent être bouchées. Donc quand c'est une veine bouchée, ça s'appelle une phlébite. Quand c'est une artère bouchée, c'est de l'athérosclérose. Donc on va commencer d'abord par les artères. Donc vous avez vu, vous avez votre cœur là. Et tout à l'heure, je vous avais fait 3 petits trucs, hein. En fait, vous avez vu, il y en a partout, hein, des vaisseaux. Et le cœur va irriguer tous les organes de l'individu. Et donc normalement, une artère, c'est comme ça, c'est pas du tout bouché, ça fonctionne et le sang passe. Et donc à chaque fois que j'ai une pulsation, tous mes organes sont irrigués. Et puis des fois, les vaisseaux vont se rétrécir.
Alors pourquoi ça se rétrécit? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ce truc-là? C'est marqué, c'est une plaque. Il peut y avoir des plaques, vous m'avez dit athérosclérose, ou tout à l'heure d'athérome, il peut y avoir des plaques qui se forment. Et donc là, vous voyez, le sang, il passe moins bien, parce que c'est serré là. Et puis des fois, ça se bouche. Et là, quand ça se bouche, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a plus d'oxygène qui peut passer, donc l'organe qui est ici ne reçoit plus le sang. Alors comment ça fait? Vous savez comment ça se fait pour se boucher une artère? Pourquoi ça se bouche? Par exemple, dans la drépanocytose, comme c'est trop épais, ça ne peut pas passer et ça bouche. Ouais, mais pourquoi ça s'est bouché? Là, ma plaque elle est arrivée. Donc il y a deux hypothèses, soit deux mécanismes. Soit la plaque elle est tellement grosse que là, à un moment, hop, ça va tellement se serrer que c'est bouché. Mais ce n'est pas le mécanisme le plus souvent. Le plus souvent, la plaque, qu'est-ce qui va se passer? Elle se rompt. Il y a une petite fissure qui se fait. Et l'organisme, quand il y a quelque chose qui saigne, une petite fissure, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des plaquettes qui se mettent. On appelle ça une agrégation. Et donc, il y a un caillot de sang qui va se mettre là pour boucher en fait, ce truc-là. Mais du coup, le caillot qui voulait boucher ce truc, en fait, il va fermer l'artère. Et c'est ces caillots-là qui bouchent. Et vous allez comprendre que des fois, c'est pour ça qu'on donne des médicaments qui vont fluidifier le sang pour empêcher ces caillots de se former. À chaque fois que votre petite artère, des fois, elle n'est pas complètement bouchée, mais si elle se fissure, le caillot, lui, va boucher l'artère. Donc, je vous l'ai mis comme ça, là, ça fonctionne bien. La plaque, elle commence, la plaque, elle grossit, hop, elle se fissure, le caillot arrive, et là, vous voyez que c'est complètement bouché, et donc les globules rouges, là, ils ne passent plus, et l'organe va mourir. Alors après, au niveau, quand je fais des cours aux étudiants en médecine, il y a plein de raisons, ils doivent connaître tout ça par cœur, pourquoi la plaque arrive. Schématiquement, vous avez un truc, c'est le cholestérol. Le cholestérol, c'est des plaques qui vont... c'est un peu de cholestérol, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais il y a aussi le tabac, il y a aussi le sucre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle, on va les détailler là, les facteurs de risque. Et puis quand il y a de l'hypertension, ça favorise. Donc quand il y a tous ces facteurs-là, sur lesquels on va pouvoir agir, faire de la prévention, eh bien on va empêcher ces plaques de se former. Puis des fois, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. Et le principal facteur, c'est l'âge. Quand je vieillis, quand même une plaque qui se forme un petit peu. Et puis le deuxième facteur, c'est l'hérédité. Si dans la famille, on a tendance à faire des plaques, eh ben, malheureusement, on en fera plus quand on a cette hérédité-là. D'où le fait qu'il ne faut pas fumer, qu'il faut faire sa tension, son cholestérol et son sucre, on va voir. Donc, on l'a vu, les artères bouchées. Donc, on va regarder un peu les principales choses. Si c'est les artères du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Si c'est les artères du cœur, c'est l'infarctus du myocarde. Si c'est les artères des jambes, c'est l'artériopathie. Si c'est les artères des reins, c'est l'insuffisance rénale, par exemple. Donc, les principales, on va voir, c'est le cerveau et le cœur. Donc, tout ce qui favorise cette plaque, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et c'est là-dessus qu'il faut faire de la prévention, c'est là-dessus qu'on peut agir, et c'est pour ça qu'il faut repérer, est-ce que j'ai un facteur de risque ou est-ce que je ne l'ai pas? Si j'en ai pas, j'ai beaucoup de chance, c'est super, et si j'en ai, il faut que je le traite, que je le corrige, pour éviter d'arriver à ce que mon artère se bouche. Donc, il y a des facteurs où vous ne pouvez rien faire. Je ne peux pas vous faire rajeunir, je pourrais vous faire changer de sexe, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le cardiovasculaire. Donc c'est les hommes ou les femmes qui ont plus de risques cardiovasculaires. Le fait d'être un homme augmente le risque. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est principale cause chez la femme parce qu'elle ne va pas vraiment s'occuper d'elle et de se faire soigner. Mais le risque en lui-même, il y a plus de risques chez un homme que chez une femme parce que justement, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a les hormones. Et les hormones protègent pendant une bonne partie de la vie, jusqu'à 50-55 ans, les femmes. Et puis, il y a l'hérédité. Si dans votre famille, il y a plus de maladies cardiovasculaires, vous avez malheureusement un peu plus de risques. Donc tout ça, on n'y peut rien, mais il faut le savoir, parce que on va avoir... Vous voyez, et l'âge, c'est 50 ans chez l'homme, 60 ans chez la femme. Donc moi, j'ai déjà un facteur de risque, puisque j'ai plus que 50 ans. Et puis ensuite, vous avez les facteurs sur lesquels je peux intervenir. On va voir, quand il y a trop de tension dans mes vaisseaux, quand je fume, quand j'ai du sucre, c'est ce qu'on appelle dans mon sang, c'est ce qu'on appelle le diabète. Quand j'ai trop de cholestérol,
de la graisse, quand j'ai un peu trop de poids et quand je ne fais pas d'activité physique. Et donc vous voyez déjà sur tout ce quoi il faut agir pour réduire une maladie du cœur. Je ne dois pas avoir de tension, je ne dois pas fumer, je dois vérifier que j'ai pas, ou alors sinon je prends un médicament. Le cholestérol, soit je ne mange pas trop de graisse, soit je dois prendre un médicament. L'obésité, faut faire un peu de régime. Et je dois faire de l'activité physique. Donc vous voyez, tout ça, c'est des facteurs sur lesquels il faut agir à tout âge, hein, mais en tout cas, dès l'âge de 50 ans, il faut savoir comment sont vos facteurs de risque de développer une maladie cardiaque. Alors, le principal, c'est l'hypertension. Hein. C'est le principal, c'est le plus fréquent. En France, on dit qu'il y a 30% de gens qui ont de l'hypertension. Donc, dans la pièce, vous êtes au moins 30%, voire peut-être un peu plus, parce que c'est possible que ça augmente un petit peu avec l'âge, hein, l'augmentation du risque d'avoir de la tension. Donc, il y a 30, 40, 50% des gens qui ont probablement de la tension là. C'est pas grave, mais il faut le savoir. Hein. Si on ne sait pas que ça devient grave, parce que si on ne sait pas et qu'on ne le traite pas, là, on va faire un problème cardiovasculaire. Alors la tension, ça se définit par des chiffres. Je vous ai dit, il y a le sang qui sort du cœur et qui rentre dans le cœur. Donc il y a deux pressions. Systolique, le premier chiffre, c'est quand le sang sort du cœur, et diastolique, c'est quand le sang revient au cœur. Donc vous avez deux chiffres. Et c'est quoi la normale ? 12,7, c'est très normal, mais c'est même trop... 14,9, c'est effectivement le seuil. C'est-à-dire si on est au-dessus de 14,9, on a de l'hypertension. La tension est trop forte, donc elle est hyper. De façon idéale, effectivement, il faut être entre 12 et 13. Si on est tous entre 12 et 13, c'est le meilleur niveau de tension. Si on est en dessous de 10, c'est un peu trop bas. Donc il faudrait qu'on soit tous autour de 13, ça serait idéal, entre 12 et 13. Et si on est au-dessus de 14, eh bien, soit on va d'abord essayer de faire des mesures sans médicaments, et puis si ça ne suffit pas, il faudra prendre des médicaments. Et c'est des médicaments qu'il faut prendre à vie, hein, c'est ça. Ou en tout cas, moi je dis aux patients au long cours, parce qu'à vie on ne sait jamais, hein, mais au long cours, parce que dès que je l'arrête, ma tension remonte. Et puis dès que je le prends, ma tension baisse. Hein. Donc c'est très important. Et on la mesure avec des petits appareils électroniques. Qui a un appareil électronique ? Levez la main. Donc c'est très bien. Idéalement, il faudrait que tout le monde, vous avez tous un thermomètre à la maison, tout le monde devrait avoir un appareil de tension. C'est probablement plus intéressant de mesurer sa tension pour votre espérance de vie que de mesurer sa température. Donc c'est plus important que vous ayez un appareil de tension, et puis comme ça vous savez, si un jour c'est au-dessus de 14,9, il faut aller voir le docteur pour voir qu'est-ce que je dois faire. Donc la tension, on l'a vu, alors tout le monde dit 14,9, le terme médical, hein, c'est en millimètres de mercure, c'est 140/90. Et on est plus précis quand on dit ça, parce que si j'ai 142, c'est pas la même chose que si j'ai 149. Alors que si vous me dites j'ai 14, je peux pas savoir si en fait vous avez 141 ou 149. Donc c'est mieux quand vous dites au docteur, quand vous avez mesuré votre tension, et les chiffres ils apparaissent toujours en 3 trucs, 3 là et 2 là, combien j'ai, donc là c'est pas 12,8, hein, mais c'est 124/83. Donc la tension, hein, quand il y a trop de tension dans les vaisseaux, ils vont épaissir, on l'a vu, hein. Et donc quand ils épaississent, soit ils vont se boucher, soit des fois même ils peuvent éclater des fois, hein. Et ça c'est ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale, notamment quand c'est les vaisseaux du cerveau, parce que l'aorte est tellement grosse que c'est quand même très rare qu'elle éclate. Ça peut arriver, on en a parlé dans l'anévrisme, mais c'est souvent dans le cerveau que des fois ça peut éclater, mais le plus souvent ça se bouche, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut vraiment éviter cette hypertension, parce que il n'y a pas de symptômes, hein. Vaguement, des fois on peut avoir mal à la tête, mais on a mal à la tête pour plein d'autres raisons. Donc si on ne l'a pas mesuré, on peut passer à côté. Alors heureusement, il y a la médecine du travail, où normalement vous avez été détecté. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que vous ayez un appareil de tension pour vérifier, parce que maintenant, des fois, on a plus de mal à avoir accès à une consultation chez le médecin. Donc si vous avez tous les ans des consultations, puis qu'en fait, entre-temps, vous avez développé, il vaut mieux l'avoir mesuré. En général, on dit on la mesure une fois tous les 3 mois, pour être sûr qu'elle n'a pas bougé. Exactement. Alors ça, normalement, les étudiants, on leur apprend qu'il faut mesurer la tension. Les médecins ont tellement de monde à voir que pour prendre une bonne tension,
il faut être au repos depuis à peu près 5 minutes. Vous voyez, moi je suis debout, je vous parle, ma tension elle est peut-être un peu plus élevée que ma vraie tension normale. Il faudrait, pour que vous me preniez la tension, que je sois assis depuis 5 minutes au repos. Vous voyez que dans une consultation médicale où le médecin il est tout seul pour le village, il a 40 personnes en consultation, il dit si je mets 5 minutes pour attendre tout le monde, je vais finir à 1h du matin. Donc c'est pour ça que des fois on dit il faut que vous la preniez à la maison, comme ça on a quand même une mesure de tension, et puis vous me l'apportez, vous l'avez noté, vous l'apportez, et comme ça je peux voir quelle est votre tension. Donc, alors ça c'est idéalement il faut faire dans les 2 bras, mais si on le fait, il faut plutôt le faire au bras gauche qui est en face du cœur. Hein. Ça suffit. C'est ce qu'on appelle la variation de tension. Donc à ce moment-là, on en fait une moyenne. Et souvent, on dit qu'il faut prendre 18 mesures et faire la moyenne des 18. Alors 18 sur 3 jours. Hein. C'est 3 le matin, 3 le soir, pendant 3 jours. Et là, vous avez 18 mesures et vous en faites la moyenne. Et c'est normal que des fois, vous ayez, là, je dois être plutôt plus élevé que tout à l'heure quand j'étais au repos. Donc ça varie, c'est normal. Mais quand on en a pris 18, la mesure, elle est fiable à ce moment-là. Plutôt au bras gauche et plutôt les appareils au bras et pas les appareils au poignet qui sont un peu moins fiables parce qu'avec le poignet, il faut mettre le poignet au niveau du cœur. Et il ne faut pas que vous pliez trop le bras. C'est ça que vous ne savez pas faire en général. Des fois, il y a des gens qui plient le bras trop et ça donne un chiffre faux. Donc, au moins avec le brassard, au bras, vous vous trompez pas. Alors, vous voyez, l'hypertension, ça a plein d'inconvénients. Hein. Quand on a les artères du corps qui vont se rétrécir, on augmente son risque d'AVC. J'ai mis quelques chiffres, 8 fois plus de risques. Et puis ça donne aussi des troubles de la mémoire. Ça, on ne savait pas avant. Hervé l'a dit au tout début, et on sait maintenant que quand on a de l'hypertension, ça favorise les troubles de la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, donc c'est un vrai moyen pour éviter de faire une maladie d'Alzheimer, surtout s'il y en a dans la famille. Il faut vraiment traiter sa tension, vous réduirez votre risque, vous retarderez le risque d'avoir la maladie. On sait maintenant que l'hypertension, ça favorise la formation des plaques, ces fameuses plaques amyloïdes qui sont la cause de la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, vraiment traiter sa tension, c'est très important. Risque d'infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque, du problème du rein. Puis des fois, c'est même les artères de la rétine, et donc on a des troubles au niveau de la rétine. Vous voyez, ça abîme tous les vaisseaux. C'est une catastrophe. On appelle ça le tueur silencieux. Vous n'avez pas de symptômes et petit à petit, ça va vous abîmer tous vos vaisseaux. Donc, il faut absolument la prendre en charge. Donc, comment je la prends en charge? Soit sans médicaments, soit avec médicaments. Et ça dépend un petit peu de l'âge. Moi, si je commence à avoir de la tension à mon âge, je vais d'abord essayer de maigrir, perdre du poids, de manger moins salé, de faire de l'activité physique, vous voyez, 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine. Alors, est-ce que vous faites cette activité-là? De ne pas prendre trop d'alcool. L'alcool augmente la tension. Donc, vous voyez, on dit 2 verres par jour au maximum, mais pas tous les jours. Il faut qu'il y ait au moins 2 jours dans la semaine où il n'y a pas du tout d'alcool. Il faut arrêter le tabac. Et puis, il ne faut pas prendre trop de graisse, pas trop de cholestérol. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut vous faire diminuer votre tension. Puis, si ça ne suffit pas, il faudra passer aux médicaments. En général, on donne 3 à 6 mois pour ces mesures-là sans médicaments. Puis si ça marche, super. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Hein. Il faut quand même continuer à faire le maximum de ça, mais il y aura besoin d'un appoint, d'un médicament, parce que ça ne suffira pas, parce que la tension est trop élevée. Donc vous voyez, pas trop de sel, perdre un peu de poids, 3 fois par semaine de l'activité physique, pas plus que 2 verres d'alcool, pas de tabac, pas de cholestérol, pas de graisse. Donc si vous faites tout ça, idéal. Hein, vous réduirez au maximum le risque de faire un problème cardiovasculaire. Et puis, je vous ai dit, des fois, ça ne va pas suffire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter toutes les mesures que je vous dis. Il faut quand même faire du sport, pas prendre trop de sel. Mais on a besoin d'un appoint et on a un médicament. Des fois, il en faut 1, des fois, il en faut 2 et des fois, il en faut 3. Souvent, avec 3, normalement, on dit qu'on règle 90% des médicaments. Et puis, des fois, vous avez 2 médicaments, mais dans un seul comprimé. Donc, en fait, ça vous fait un comprimé pour ça et un deuxième. Donc, avec 2 comprimés,
c'est réglé. Hein. Donc en général, c'est 1 ou 2 comprimés par jour et le docteur trouve... On a plus de 300 médicaments, donc des fois il y en a qui ne sont pas bien tolérés, ben, on en mettra un autre à la place. On trouve toujours un médicament qui va aller. Et vous voyez, je vous ai dit, c'est un traitement, il faut bien l'expliquer parce que des fois je donne un traitement, les gens sont contents, ils ont une tension normale et du coup ils l'arrêtent. Et ben, du coup elle remonte. Hein. Donc il faut poursuivre le traitement au long cours. Alors, il y a plusieurs médicaments, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes. Des fois, c'est des médicaments qui ralentissent un peu la fréquence du cœur, c'est des bêta-bloquants. Des fois, c'est les diurétiques qui font un peu plus uriner, qui diminuent le volume sanguin. Et puis, des fois, c'est des médicaments qui vont dilater. Je vous ai dit, les vaisseaux, ils ont tendance à se rétrécir. Ben, quand on dilate, c'est on ouvre, donc qui ouvre les vaisseaux. Et là, vous avez plusieurs classes de médicaments qui ouvrent les vaisseaux. Et donc, ben, on en donne 1, on en donne 2, et je vous ai dit, avec 3, on a plusieurs classes, et avec 3 sur ces 5 ou 6, on arrive à traiter les gens. Deuxième facteur, le sucre. C'est ce qu'on appelle le diabète, hein, quand on a trop de sucre dans le sang. Donc vous voyez, la glycémie, hein, c'est 1,26 grammes par litre. Donc le médecin va vous faire une prise de sang. Il faut la faire à jeun, parce que si vous venez de manger, vous aurez trop de sucre. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire à jeun. Et il faut le faire 2 fois pour être sûr qu'il n'y a pas une erreur du laboratoire. Si vous avez 2 fois au-dessus de 1,26, eh bien, c'est qu'il y a trop de sucre. Et donc, c'est pareil, à ce moment-là, on va vous dire de manger moins de produits sucrés. Et puis, si ça ne suffit pas, il faudra prendre un médicament. Et puis, il y a un deuxième paramètre que le docteur regarde, qui n'est pas uniquement le sucre, mais qui s'appelle HbA1c. J'imagine qu'il y en a qui connaissent on appelle l'hémoglobine glyquée. Et ça reflète le taux du sucre des 3 derniers mois. Alors que ça, c'est vraiment le taux de la veille, quoi. Et donc, les 3 derniers mois, et c'est en pourcentage, il faut être en dessous de 7%. Donc, vous voyez, vous avez comme ça les chiffres. Et puis, il y a plein de médicaments, je ne vais pas les détailler tous, hein. Il y a plein de médicaments qui existent. D'abord, c'est le régime, donc on ne prend pas trop de sucre. On arrête tout ce qui est très sucré, hein, les pâtisseries, le miel, les jus de fruits, les sodas, l'alcool, c'est très sucré. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les sucres lents, le pain, les pâtes et le riz. Donc là, vous avez tous les produits sucrés qu'il va falloir diminuer pour ne pas avoir trop de sucre. Et puis après, des fois, vous avez des médicaments, des fois par la bouche, et puis des fois en piqûre, hein, et l'insuline à la fin, qui est le traitement le plus fort si on a besoin, parce qu'on a besoin d'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc ces médicaments aident, et puis des fois, on a besoin d'insuline. Donc vous avez des médicaments, et pareil, on commence avec 1, puis des fois on peut en prendre 2, puis on prend 3, puis des fois ça ne suffit pas par la bouche, donc on passe en piqûre avec ces 2-là qui sont en piqûre. Troisième facteur, donc on a vu la tension dans les vaisseaux, le sucre dans le sang, le cholestérol. Alors le cholestérol, je vais vous en parler parce qu'il y a eu pas mal de trucs un peu racontés sur le cholestérol. Alors déjà, vous avez plusieurs types de cholestérol. Ce que vous devez regarder quand on vous fait une prise de sang, c'est le mauvais cholestérol. Le mauvais, il s'appelle LDL. Alors que le HDL est le bon, et il y a le total. Et vous devez regarder que le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Et puis, vous avez des normes. Alors souvent, on regarde en 1 gramme par litre. Idéalement, le mieux, vous voyez, en fonction de ce qu'on appelle prévention primaire ou secondaire. On ne va pas avoir le même objectif si, comme vous n'avez jamais fait de maladie cardiaque, ou si on a déjà fait un AVC, si on a déjà fait un infarctus, c'est-à-dire que les artères, elles sont déjà rétrécies. Donc on va vouloir baisser encore plus le cholestérol. Si on est en prévention, qu'on n'a pas encore fait de maladie, on va être un peu moins exigeant. Donc c'est comme ça qu'on calcule, le docteur va calculer votre risque de faire un problème s'il est faible ou très élevé. En général, il faut regarder ce LDL qui soit en dessous de 1 gramme. Et puis si on a déjà fait un premier problème, vous voyez qu'on est très élevé, c'est encore plus fort puisque c'est 0,5. Donc 1 gramme si j'ai jamais eu de problème, 0,5 si j'ai déjà fait un infarctus ou un AVC. Et donc il faut arriver à ça, pareil comme tout à l'heure, soit sans médicaments, soit avec médicaments. Donc sans médicaments, je vais éviter la charcuterie, la viande rouge. Vous voyez, la viande rouge, c'est 500 grammes par semaine. On dit 70 grammes par jour. Donc, vous voyez, celui qui prend l'entrecôte à 300 grammes, il lui reste plus que 200 grammes pour la semaine après. Le fromage, pas trop de fromage.
La crème fraîche, on va plutôt préférer de l'allégé. C'est pareil pour les fromages, plutôt allégé. Le beurre, c'est beaucoup de cholestérol, hein, donc plutôt de l'huile d'olive, hein, qui est celle qui a le moins de cholestérol. Ou alors, vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide, l'huile de palme. Ça qu'il faut éviter, ça. Hein. L'arachide, c'est plein de cholestérol. Les pizzas, les quiches, tout ça, il y a beaucoup de cholestérol. Tout ce qui est le snack, les fritures, tout ça, il faut éviter. Hein. Donc, on préfère l'huile d'olive, à la rigueur l'huile de soja, par exemple. Et donc, ce qu'on conseille, hein, c'est 1 à 2 fois par semaine du poisson, hein, peu de cholestérol, les coques, les noix, amandes, noisettes, sans sel, hein, c'est mieux. Tout ce qu'on appelle les graisses monoinsaturées, donc c'est avocat, les noix, les olives, et je vous ai dit donc l'huile d'olive, l'huile de colza. Les poissons, on l'a déjà vu tout à l'heure, et puis tous les fruits, bien sûr, des fruits et légumes. Hein, vous connaissez l'adage 5 fruits et légumes, donc il faut des fruits, des légumes. Le soja, c'est bien, les lentilles, hein, c'est bien. Alors c'est pas toujours très bon les fèves, mais bon, haricots, les pois chiches, tout ça. Et les céréales, tout ça, c'est les fibres, tout ça, c'est ce qu'on va conseiller. Hein, donc vous avez vu ce qu'on évite et ce qu'on conseille pour éviter le cholestérol. Alors vous pouvez aller sur Internet, hein, vous tapez PNNS et vous avez ce qu'il faut éviter en rouge, ce que je vous ai mis tout à l'heure, et ce qu'il faut préférer en vert. Hein, donc vous avez comme ça, vous allez sur le programme PNNS et vous retrouvez ces petites fiches que je vous ai montrées. Celle d'avant, vous pouvez la prendre en photo. Mais ça, c'est ce qu'il ne faut pas prendre. Hein. Pas de charcuterie, pas de mouton, pas d'agneau, pas de veau, pas de coca et pas trop d'alcool. Hein. 2 verres par jour, pas plus que 2 verres par jour. Hein. Alors vous avez quelque chose, je ne sais pas si vous regardez quand vous faites vos courses, le Nutri-Score. A, B, C, D. Et donc, A, B, c'est parfait, c'est vert. C, ça commence à être limite. D, E, non. Hein, ou pas trop. Hein, parce que des fois, si on veut une pizza, on a le droit, mais pas tous les jours. Hein, sûrement pas tous les jours. Non, parce qu'il faut aussi des protéines. Et donc, il faut quand même prendre des protéines. Et les protéines, c'est dans la viande, dans le poisson, dans les... Donc, on a besoin. Hein. En tout cas, on peut être végétarien. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. Mais ça n'a pas démontré qu'on fait moins de problèmes cardiovasculaires que quand on n'est pas végétarien. Et donc, si le régime ne suffit pas, il faut prendre des médicaments. Et les médicaments s'appellent les statines. Alors là, il y a eu beaucoup de choses écrites sur la statine, je prends pas, je prends. Donc je vous ai mis la Haute Autorité de Santé, donc c'est ce qui fait référence en France pour décider d'un traitement ou pas. Et vous voyez que les conclusions, hein, vous pouvez aller, ça date de 2010, hein, les conclusions, c'est que ça diminue le risque de mortalité de 10%. Hein, donc si on prend une statine, ça diminue le risque de 10%. Alors on peut dire 10%, c'est pas beaucoup. Mais quand même, 10%, c'est quand même pas mal. Et puis, si c'est une maladie cardiovasculaire, c'est de 15 à 23%. Donc, vous voyez qu'il y a une efficacité de ces médicaments pour réduire la mort, l'AVC et l'infarctus. Donc, ça, c'est toutes les données qui montent. Et donc, c'est évalué, coût-efficacité, c'est favorable. Et donc, vous voyez que sur le plan médical, sur le plan scientifique, la statine... Alors après, il y a des fois des problèmes de tolérance, hein, ça donne des crampes des fois. Au docteur de trouver, parce qu'il y a plein de statines maintenant qui existent, donc on arrive en général à trouver la bonne dose pour que les gens la supportent. Des fois, on fait 1 jour sur 2, enfin, il y a plein de petits trucs, mais il faut la prendre parce que ça fait quand même 25% de maladies cardiaques en moins quand on en a besoin. Alors le tabac, j'espère qu'il n'y a pas trop de fumeurs dans la salle. Parce que vous allez avoir peur quand vous allez voir ça. Donc le tabac, ça donne tout ce que j'ai mis en rouge, c'est les maladies cardiaques. Tout ce que j'ai mis en bleu, c'est les maladies du poumon. Et tout ce que j'ai mis là en vert, c'est les cancers. Ça fait peur. Hein. Donc vous voyez, ça donne le cancer. C'est pas uniquement le cancer du poumon, hein. Le larynx, l'œsophage, même des problèmes sanguins, tout ce qui est digestif, bien sûr, la vessie, tous les cancers. Donc vous voyez, c'est vraiment...
plus les maladies cardiaques, et puis les pneumonies, l'asthme et tout ça. Donc, le tabac, pas bon. Alors, vous voyez, un tabac, c'est première cause de mortalité évitable. Parce que quand on fait des maladies, des fois, je vous ai dit, avec l'âge, l'hérédité, on n'y peut rien. Mais là, le tabac, c'est nous qui fumons. Hein. Alors là, je vous ai mis tout ce qu'il y a dedans. Hein. Ça peut vous faire peur. Il y a du mercure, il y a du plomb, il y a des goudrons, il y a tous ces trucs-là. C'est que du poison. Hein. Donc, vous pouvez en compter. Il y a au moins 30 poisons quand on fume une cigarette. Donc, bon. Le cigare, c'est mauvais aussi. Hein. Ça donne du cancer aussi. Ouais. C'est une fausse raison de se dire je prends le cigare, donc il n'y a pas de risque. Le cigare, c'est principale cause de cancer de la gorge. Ici, cancer terrible. Alors après le tabac, il y a le surpoids, quand on a un peu trop de poids. Donc vous voyez que pour mesurer est-ce que j'ai de l'obésité ou pas, on prend une formule mathématique, on prend le poids en kilos par rapport à la taille qu'on met au carré. Et donc c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc vous pouvez vous le calculer, hein, vous prenez votre poids à votre taille, vous mettez la taille au carré. Si vous êtes au-dessus de 25, c'est le surpoids. Et si on est au-dessus de 30, c'est l'obésité. Et là aussi, l'obésité va donner plein de problèmes, des maladies cardiaques, mais aussi des maladies rhumatologiques. Hein, on a mal on va faire de l'arthrose et à la fin, on ne peut plus marcher. Des cancers, des problèmes digestifs aussi. Donc vous voyez, pareil, le surpoids, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce qu'il fallait manger ou pas. Donc vous voyez toute cette partie de prévention, hein, il faut avoir une tension en dessous de 140/90, un LDL en dessous de 1 g, HbA1c en dessous de 7, le poids, il faut être en dessous de 25, l'indice de masse corporelle, pas de tabac, l'alcool, je vous ai dit, 2 verres, pas plus, et faire 30 à 45 minutes d'activité physique. Ça peut être juste de la marche, hein. Ce qu'on dit souvent aux gens, c'est vous allez à un endroit, vous descendez la station de métro avant. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, Hervé, il m'a appelé, il m'a dit, mais est-ce que tu es en retard ou pas? Alors j'ai dit, non, je suis descendu une station de métro avant, moi. Hein. Donc il m'a dit de descendre Gare Saint-Lazare, je suis descendu celle d'avant. Comme ça, j'ai marché et je vais faire pareil au retour. Comme ça, j'aurais fait mon activité physique de la journée. Les escaliers, c'est bon. Alors, ça fait un peu mal aux genoux, mais pour l'activité physique, c'est très bien. Mais la piscine, enfin, ce qu'il faut, c'est une activité physique qui fait plaisir, de la danse, tout, et le faire parce que, en théorie, ça serait tous les jours. Mais on a marqué 3 fois par semaine parce que c'est au moins le minimum. Vous connaissez, alors, il y a aussi une autre façon, c'est de dire qu'il faut faire 10 000 pas. En fait, c'est 8 000, hein, le vrai chiffre, mais 10 000, ça faisait mieux. Donc, si vous faites 8 000, c'est déjà très bien. Alors, vous avez sur vos montres, hein, maintenant, on vous dit combien de pas vous avez fait dans la journée. Donc vous pouvez comme ça voir un peu combien vous êtes, à combien vous êtes. Et puis l'alimentation, vous avez vu ce qu'il ne faut pas prendre et ce qu'il faut plutôt manger. Et puis pour ça, il y a des médicaments contre la tension, il y a des médicaments contre le cholestérol, il y a des médicaments contre le sucre. Donc il faut prendre ces médicaments-là. Alors j'insiste parce qu'il y a souvent des gens, on leur trouve de la tension, et puis finalement, on leur prescrit un médicament, et des fois ils ne les prennent pas. Et donc c'est dommage parce qu'on a identifié un risque et puis finalement on n'a pas pris. Puis 10 ans plus tard, ils font Alzheimer. C'est dommage. Hein, ils ne l'auraient peut-être pas fait ou ils l'auraient fait 20 ans plus tard. Donc si vous avez un risque cardiovasculaire, il faut absolument avoir ces objectifs-là. Et donc si ça n'a pas suffi sans médicaments, céder des médicaments. S'il est mal toléré, il faut le dire au docteur qui en trouvera un autre pour qu'il soit bien toléré. Mais à la fin, il faut que vous maîtrisiez un maximum votre risque cardiovasculaire. Ça, c'est au docteur de trouver. Il y a des médicaments qui réussiront bien à telle personne et d'autres mieux à telle personne. Donc, le docteur va essayer certains traitements. Des fois, quand ça varie, il y a un bon truc. D'habitude, on dit qu'il faut prendre tous les médicaments le matin. Mais en fait, des fois, il faut en prendre un peu le matin, un peu le soir, mieux répartir. Mieux choisir. Ça, c'est au docteur de faire le travail pour que vous ayez moins cette variation de tension. Ce qu'il faut, c'est le prendre. Ça ne change pas grand-chose. En fonction des médicaments, ça c'est au docteur de savoir, des médicaments qui marchent 24 heures, d'autres qui ne marchent pas que 12 heures, donc là, il faut prendre matin et soir.
Si ça marche 24 heures, que vous preniez matin ou soir, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est pas l'oublier. Non, ça marche moins bien. Hein. Moins bien, ça peut marcher. Ben, je vous ai dit 10% de morts en moins, donc si vous ne le prenez pas, ça fait 10% de morts en plus. Non. Après, il y a plusieurs statines, donc ça aussi c'est le docteur. S'il y en a une que vous n'avez pas bien tolérée, il en trouvera un autre dosage, des fois 1 jour sur 2. Donc il y a plein de petits trucs. Il y a un truc pour avoir moins de crampes, c'est qu'il faut prendre de la vitamine D. Quand on prend de la vitamine D avec la statine, on a moins de crampes. Oui, il y a plein de petits trucs pour y arriver. Oui, c'est ça. Et des fois, il y a des crampes. On n'y peut rien, mais et à ce moment-là, on essaye. Et au pire, des fois, quand maintenant il y a un nouveau médicament qui va arriver en cas de crampe, il y a encore des médicaments des fois injectables. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Ça, c'est au docteur de trouver. Allez, j'avance un petit peu sur les grandes pathologies. Donc, on a parlé, la principale cause, l'infarctus. Donc, l'infarctus, je vous ai dit, c'est les artères du cœur qui vont se boucher. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir la déboucher. Et la déboucher rapidement. Hein. Donc, il faut prévenir. Donc, quand on a mal dans la poitrine, l'infarctus, c'est j'ai mal dans la poitrine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a mal dans la poitrine et que ça dure? Le 15. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller aux urgences. Vous allez aux urgences, vous attendez, malheureusement, en ce moment, 8 à 8 heures, et c'est trop tard. Hein. Donc, il faut faire le 15. Donc, c'est là, on a vu, c'est une urgence. Donc, vous avez mal dans la poitrine, hein, douleur très forte hein, derrière le sternum. On dit c'est comme un étau, ça serre, hein, ça fait très très mal ici. Et puis, ça peut aller dans la gorge, dans les bras. Hein. Donc, quand on a un truc comme ça, bah, on ne va pas se dire c'est rien, j'attends que ça passe. Sauf si ça dure 1 seconde. Mais si ça dure plus de 2-3 minutes, il faut faire le 15. Parce que ça peut être grave. Hein. Donc la douleur, on appelle le 15 et puis après le docteur il va faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Il verra, ça c'est pas normal, oui, ça, ce truc est surélevé, là ça veut dire qu'il y a un infarctus. On peut faire une prise de sang qui va dire qu'il y a un infarctus et puis on peut regarder le cœur en faisant une échographie et on voit qu'il y a un infarctus. Mais pour ça il faut être à l'hôpital, ça peut pas se soigner autrement. Et il faut y arriver très vite à l'hôpital, le 15. Et après, pour déboucher l'artère, on fait ce qu'on appelle une coronarographie. Donc, on passe par... Avant, on passait par l'artère ici. Maintenant, on passe par l'artère du poignet. Donc, ça touche pas, ça ne fait pas de dégâts. Et on monte un petit appareil qui s'appelle un stent. Vous voyez, c'est un petit ressort. Et donc, là, on va écraser, déboucher la plaque. Et à la place, on met un petit ressort et ça remet l'artère, c'est extraordinaire, hein, ça remet l'artère toute neuve. Moi, quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas, ça. Et tout le monde mourait des infarctus, moi je recevais des malades et on ne pouvait pas faire grand-chose. Et maintenant qu'on fait ça, on reçoit quelqu'un, il a un petit truc dans le poignet et le lendemain, il sort. Quoi. Donc ça a révolutionné la prise en charge, mais il faut le faire tôt. C'est pour ça que le message, si on a un problème... Alors pour ne pas avoir ça, il faut faire tout ce que je vous ai dit avant, prévention. Et si malheureusement on a ça, il faut faire le 15. Alors après, il y a des inégalités des fois sur le territoire. À Paris, vous n'aurez pas de problème. On arrive à l'hôpital dans les 5 heures. Si on est au plein fond de la France et qu'on est loin d'un grand centre hospitalier, des fois, ça, on peut arriver au bout de plus que 3 à 6 heures. Et donc des fois, au lieu de faire ce truc-là, on peut faire une perfusion de quelque chose qui essaie de déboucher. Mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ce n'est pas aussi efficace que ça. Donc le message, hein, c'est qu'il faut appeler le 15. C'est vraiment une urgence vitale. Et si ça arrive, il faut appeler. Alors des fois, il y a des signes d'appel. Et les signes d'appel, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. L'artère n'est pas encore bouchée, elle est rétrécie, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le sang passe moins bien. Donc quand on fait un effort, on a besoin de plus d'oxygène, et comme le sang ne passe pas, on a la douleur dans la poitrine. Donc c'est un signe avant-coureur. Donc si quand vous faites un effort, ça serre dans la poitrine, il faut vite aller consulter le cardiologue, le médecin, parce que ça ne va pas tarder à se boucher et à faire l'infarctus. Hein. Donc c'est ça qu'on appelle l'angine de poitrine,
pendant un effort ou alors pendant un stress, on ressent toujours cette douleur, mais dès qu'on arrête l'effort, eh ben, à ce moment-là, la douleur disparaît. Alors, il ne faut pas être rassuré et tout content. Ok, c'est bien, il n'y a pas eu d'infarctus, mais ça ne va pas tarder à arriver, donc il vaut mieux aller déboucher en avance pour empêcher que ça recommence. Et puis après, une fois qu'on a mis ce fameux stent, pour pas que ça se rebouche, on va donner les médicaments. Donc là, la statine, indispensable, parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Ça fait une fois, on n'a pas réparé toute l'artère, on ne met pas des stents sur toute l'artère. Donc on a débouché l'endroit, mais il y avait une plaque là, il y en aura une de l'autre côté. Donc il faut éviter que les autres puissent se boucher. Et puis on met souvent un peu d'aspirine. Je vous ai dit, c'est un petit caillot qui va boucher, donc on met un peu d'aspirine et ça fluidifie le sang, et à ce moment-là, ça réduit le risque que ça recommence. L'AVC. L'AVC, c'est plus compliqué. C'est le même principe, hein, au lieu que ce soit l'artère du cœur, c'est les artères du cerveau, mais les signes sont plus complexes. Hein. L'infarctus, en général, on ne le loupe pas, on a tellement mal dans la poitrine qu'on fait le 15. Hein. On va pas... Des fois, il y a des gens qui attendent, puis au bout de 10 minutes, ils sont tellement mal qu'ils vont appeler. L'AVC, c'est quoi les symptômes? Paralysie, effectivement. Donc, les symptômes, on va les voir là. Alors, ça s'appelle VIT. VIT. VIT, c'est le visage. Donc, j'ai une partie du visage qui va aller sur le côté. Hein. On a un visage qui est déformé. I, c'est effectivement avoir un déficit. Quand on met les bras comme ça, hop, il tombe. On perd de la force motrice d'un des deux côtés. Et donc, c'est ça que vous m'avez appelé le déficit. Et des troubles de la parole. Souvent, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va bien, et puis l'épouse s'aperçoit qu'il dit raconter n'importe quoi. Et donc là, c'est pas normal, quoi. Hein. Si ça persiste, il faut là aussi faire le 15. Et le E pour urgence, parce que le message, c'est de faire le 15. Donc vous voyez le vite, hein, vous avez le visage un peu bizarre là, la bouche hein, qui part un peu sur le côté. Impossible de... Voilà, il y a un bras qui va tomber. Et donc, trouble de la force. Des fois, c'est des gens qui sont au téléphone, et puis hop, le téléphone, ils ont une petite paralysie comme ça qui arrive ou pas. Des troubles de la parole, donc ils bafouillent, ils n'arrivent plus à parler. Et donc, il faut aller vite. Et donc là aussi, c'est une urgence. Et donc, comme tout à l'heure, ne pas aller aux urgences où vous allez attendre 8 heures, ça ne sert à rien. Il faut faire le 15. Mais des fois, c'est des symptômes qui sont... C'est pas facile. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont juste un petit épisode de parole. Et on appelle ça, c'est transitoire. Et on appelle ça un AIT, accident ischémique transitoire. Alors, les gens, souvent, quand ils ont ça, c'est passé, ou ils ont eu un petit épisode bizarre dans le bras, et puis c'est comme tout à l'heure, mon angine de poitrine. Ça, c'est un symptôme que l'AVC ne va pas tarder à arriver. L'artère n'est pas encore complètement bouchée, mais ça ne va pas tarder. Et donc, si on ne fait rien, ça va arriver. Alors, si on prend de l'aspirine, la statine, tout ça, ça va empêcher que ça arrive. Donc, c'est aussi un signe d'alerte. Mais là, c'est comme tout à l'heure, il faut arriver dans les 4 à 6 heures. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont un petit problème de parole et tout, ils vont attendre que ça disparaisse. Et comme ça fait pas mal, c'est pas comme l'infarctus, on ne fait pas le 15, et des fois, ça arrive trop tard. Et on arrive à l'hôpital trop tard pour déboucher l'artère. Oui. Les médecins disent que l'AIT ne laisse aucune trace. Aucune trace, oui. Et si on peut faire, il n'y a pas eu de... C'est ça l'avantage, c'est que on n'est pas mort, hein, ça a été transitoire, ça a duré quelques minutes, mais ça veut dire que ça va recommencer. Donc pour éviter que ça recommence, il faut un peu d'aspirine, il faut un peu de statine, il faut des médicaments pour pas que ça recommence. C'est exactement ce que je viens de dire. La difficulté, c'est que quand ça arrive, normalement, il faut aller consulter pour dire qu'il y a eu des symptômes. C'est toute la difficulté de l'AIT, c'est que souvent les gens, ils ont ça et puis ils ne consultent pas. Exactement. Donc, vous voyez, la faiblesse d'un côté, et si vous sentez un peu le bras qui est un peu comme mort,
ça, c'est pas normal, ça. L'engourdissement du bras, la faiblesse d'un côté. Hein. Mais c'est des signes qui sont plus difficiles à diagnostiquer que la douleur thoracique de l'infarctus du myocarde. Et c'est pour ça que la prise en charge, elle est plus difficile parce que souvent, comme vous venez de le dire, le diagnostic n'a pas été fait parce que c'est des signes un peu complexes pour les patients, mais aussi des fois pour les médecins qui disent bon, c'est un petit malaise comme ça n'a pas l'air d'être trop méchant, alors qu'en fait, c'était un petit AIT. Et puis des fois, il peut y avoir des troubles visuels. Vous voyez, on voit double, il y a une partie de la vision, du champ visuel qui disparaît, ou alors on a, pendant un petit moment, hop, un œil qui devient aveugle, on ne voit plus rien. Puis après, ça revient. Ça veut dire que ça s'est bouché, puis ça s'est débouché. Donc il faut consulter rapidement parce que ça va recommencer après, et ce coup-ci, ça peut devenir permanent. Les mouches, non, c'est pas du tout la même chose. Les mouches, c'est pas grave, ça. Moi, j'en ai des mouches, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment aveugle. Hein. On est aveugle d'un œil qui ne voit plus rien. Donc l'AIT, c'est ce qu'on veut dire. Ouais, ça peut être des choses qui sont banales, mais en fait, c'est quelque chose de grave. Et quand on a un AIT, dans les 2 jours, on peut faire 2 jours après le vrai AVC. Si on a pu consulter, qu'on a pu prendre de l'aspirine et tout, on va éviter l'AVC qu'on aurait fait le lendemain. Mais comme on l'a dit, c'est des fois difficile de faire le diagnostic, difficile d'avoir un rendez-vous chez un médecin, et du coup, des fois, on a du mal à le prendre en charge. Alors en France, on a une chance, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des UNV, unités neurovasculaires. Et donc ça, c'est des gens qui sont hyper spécialistes, qui savent faire, et notamment qui savent déboucher les artères du cerveau, ce qui est plus compliqué que déboucher les artères du cœur. Et donc on a ces unités-là, vous voyez, on en a à peu près dans toutes les grandes villes, en tout cas de France. Et dès qu'on fait le 15, on est adressé dans ces unités spécialisées. Et on a une prise en charge parfaite. Si on passe aux urgences dans un hôpital où il n'y a pas d'unité comme ça, on va attendre 8 heures aux urgences, puis après le temps d'être transféré dans la bonne unité, et on a perdu du temps. C'est pour ça qu'il faut faire le 15 plutôt que de passer par les urgences. Alors on peut voir l'AVC, hein, on fait un examen du cerveau, une radio du cerveau s'appelle l'IRM. Ouais, là, ce truc blanc, c'est pas normal. Là, le cerveau est en train de mourir, là il est gros, là oui, il est tout petit. Donc on voit la sévérité. Et puis comme pour le cœur tout à l'heure, on va mettre le petit stent ici et on va déboucher l'artère. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis assez peu de temps. Hein. Avant, l'AVC, on mettait dans un lit puis on a espéré que les gens ne s'aggravent pas trop. Là, vraiment, il faut pareil aller, vous voyez, dans les 6 heures après les symptômes. Toute la difficulté, c'est d'arriver suffisamment tôt pour qu'on débouche. Donc, il faut faire vite. On termine avec le 3e, la maladie cardiaque dont vous ne m'aviez pas parlé, qui est l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui est fatigué. Alors il est fatigué parce qu'il reçoit moins d'oxygène, et cette fameuse pompe, hein, je vous dis, c'est extraordinaire, ça pompe, ça reprend, ça pompe toute la vie. De temps en temps, elle va fonctionner moins bien. Et donc le cœur a moins de force, donc il y a moins d'oxygène qui arrive aux organes, et donc les organes vont commencer à s'affaiblir. Alors c'est quoi les signes Alors pourquoi est-ce qu'on va faire l'insuffisance cardiaque? C'est les choses de tout à l'heure. Si on a de l'hypertension, ça va donner de l'insuffisance cardiaque. Si les vaisseaux du cœur sont pas bons, ça va donner de l'insuffisance cardiaque. Si les valves du cœur marchent pas, ça va donner l'insuffisance cardiaque. L'alcool en elle-même, l'alcool abîme le cœur, tue les cellules du cœur. Donc l'alcool, vous voyez, ça tue les cellules du foie, donne des cancers du foie, des cirrhoses, mais ça tue aussi les cellules du cœur. Donc c'est pour ça, pas plus que 2 verres, sinon il y a un risque pour le cœur. Et puis quand on est en obésité, le cœur travaille plus, parce qu'il y a plus de poids, et donc ça, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Donc tout ça, c'est des facteurs qui font que je risque de faire un problème cardiaque. Alors vous voyez, 1 personne sur 5 va faire de l'insuffisance cardiaque. Donc parmi nous, il y a des gens qui feront de l'insuffisance cardiaque au cours de leur vie. Alors pour les reconnaître, on parle, tout à l'heure je vous ai dit vite pour l'AVC, le cœur c'est EPOF, l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire EPOF? Bon, on va la voir. Donc E, c'est essoufflement, quand on se sent trop essoufflé. Le P, c'est je prends du poids. Et pourquoi je prends du poids? Parce que j'ai de l'eau, rétention d'eau. Et ça commence dans les jambes.
Et après, ça va aller dans les poumons. Et là, on fera un œdème cardiaque. Et le F, c'est l'extrême fatigue. Donc, ce ne sont pas aussi des signes très faciles. Ce n'est pas comme l'infarctus ou mal dans la poitrine. Je ne peux pas rater. Là, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, mais pour autre chose. Il y a des gens qui prennent du poids parce qu'ils ont beaucoup mangé. Il y a des gens qui ont des œdèmes parce qu'ils ont les veines qui sont fatiguées. Hein. Donc, c'est pour le docteur. Bon, ça, c'est des signes d'alerte. Et puis après, le docteur, il fera le diagnostic. Il fera le diagnostic sur, on verra des examens en plus. Donc, l'essoufflement. La prise de poids, vous voyez, c'est 2 à 3 kilos par semaine, hein, sans que vous ayez beaucoup mangé, vous ayez fait un gros repas par ailleurs. Hein. C'est parce qu'on a de la rétention d'eau au niveau du corps. Donc, les œdèmes, vous voyez, c'est quand vous avez de l'eau dans les jambes. Hein. C'est des grosses jambes comme ça. Et il y a un signe, vous appuyez dessus et ça reste. Hein. Ça veut plutôt dire que c'est le cœur. Alors que quand c'est les veines, on appuie dessus et puis ça reste pas. Hein. Donc ça, c'est le docteur, il voit la différence comme ça. La fatigue, c'est quand même la grosse fatigue. C'est pas juste la fatigue qu'on a tous quand on est un peu fatigué. C'est des gens qui arrivent plus beaucoup à sortir. Même pour un tout petit effort, ils se sentent très fatigués. Mais comme ce n'est pas des symptômes très faciles, le docteur va faire l'examen, une prise de sang, quelque chose qui s'appelle le BNP. Alors, ce n'est pas la banque, hein, c'est une prise de sang qui s'appelle comme ça. On fera l'électrocardiogramme, l'échographie qui permet de voir le cœur et des fois une radio de thorax qui permet de voir le cœur. Et avec tout ça, le docteur verra si ces signes de EPOF sont en faveur que le cœur est fatigué ou si c'était autre chose. Et à ce moment-là, le traitement, c'est des médicaments. De nouveau, des médicaments à prendre tous les jours, toute la vie, parce que le cœur, on peut pas... on ne fait pas de greffe de cœur à tout le monde, quoi. Donc, on va seulement aux gens très jeunes, sinon, ça ne sera qu'un traitement médicamenteux. Mais il y a de plus en plus de médicaments qui marchent maintenant. Donc, avec les médicaments, on arrive à stabiliser la plupart des gens. Mais c'est pareil, si on arrête le traitement, la maladie continue d'évoluer. Donc, les médicaments, pareil, on va traiter la tension, faire toutes les mesures non médicamenteuses qu'on a vues tout à l'heure, notamment pas trop de sel. Et puis après, on fera des médicaments, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des médicaments spécifiques pour l'insuffisance cardiaque que le docteur va vous donner si vous avez ça. Et notamment, il y a les diurétiques, hein, puisqu'on a des rétentions d'eau. Les diurétiques font uriner l'eau, donc vous perdez votre eau, et comme ça, vous évitez la rétention. Voilà donc EPOF, les petits signes qui peuvent, si vous avez ça, ça peut être autre chose, mais vous en parlez au docteur pour revoir. Alors, les troubles du rythme, je vais en parler très vite. Des fois, le cœur qui pulse comme ça, pouf, 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 toute la vie, des fois, au lieu de le faire de façon régulière, il le fait de façon irrégulière. Au lieu de faire paf, paf, comme ça, il fait paf, 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 et ça devient complètement irrégulier. C'est ça qu'on appelle de arythmie. Et l'arythmie, qu'est-ce que ça fait ? C'est que des fois, il peut y avoir un petit caillot qui va se former dans le cœur, parce que cette arythmie, elle n'est pas normale, et ce petit caillot, il peut partir au cerveau et faire aussi une cause d'AVC autre que l'origine des artères. Là, ça vient vraiment du cœur, parce que vous voyez, le cœur, normalement, il est régulier, et là, vous voyez, ça fait n'importe comment, c'est complètement irrégulier. Donc, à l'électrocardiogramme, le médecin le voit. Maintenant, il y a même des montres, hein, je ne sais pas si vous avez essayé, il y a des montres qui disent vous êtes en arythmie ou pas, donc qui peuvent le voir. Et si on a un petit caillot, il peut partir au cerveau et on revient sur l'AVC de tout à l'heure. Et donc là, le traitement pour empêcher les caillots, c'est ce qu'on appelle les anticoagulants. Hein, c'est encore plus fort que l'aspirine, c'est un antifluidifiant encore plus important et on utilise cet anticoagulant. Et donc, un traitement au long cours, et comme ça fluidifie le sang, l'inconvénient, c'est que si on se cogne, on fait des bleus plus vite, hein, on peut faire des hémorragies, donc il faut adapter le traitement, mais ça se soigne très bien. Sans anticoagulant, on augmente son risque de faire un AVC. Dernière chose, c'est les veines qui peuvent se boucher. Tout à l'heure, je vous ai parlé des artères qui se bouchent, mais des fois, c'est les veines qui se bouchent, et c'est ce qu'on appelle la phlébite. Et donc la phlébite, la thrombose, hein, vous avez la jambe qui devient tout rouge comme ça, donc la veine s'est bouchée là, et donc là, cette veine-là était bouchée. Ça fait en général mal. En elle-même, la phlébite n'est pas grave, mais elle peut devenir très grave, parce que le caillot qui est là,
peut partir non pas dans le cerveau, mais dans les poumons. Et là, ça donne embolie pulmonaire. Et embolie pulmonaire, c'est très grave, hein, c'est mortel, parce que si les poumons sont bouchés, ben, on est mort. Et donc c'est pour ça que ça aussi, il faut le soigner. Et donc là aussi, c'est anticoagulant. Il faut nettoyer ce caillot-là. Et c'est l'anticoagulant qui le fait. Donc on le voit en faisant une échographie. Quand vous avez la jambe rouge comme ça, on fait l'échographie, on voit le caillot. Là, vous voyez, on voit un petit caillot. On donne un traitement anticoagulant, le caillot s'en va. Et ce caillot n'a pas eu le temps de partir dans les poumons. Donc la complication, hein, il est là, et hop, ça part dans les poumons, et ça devient très grave. Alors, le traitement, on y va, et donc je conclus par ce qu'on vient de voir. Donc, pour ne pas faire une maladie cardiovasculaire, la tension en dessous de 14,9, le LDL cholestérol en dessous de 1, le sucre en dessous de 7%, le poids en dessous de 25 pour l'index de masse corporelle, pas de tabac, pas plus que 2 verres par jour, pas tous les jours d'alcool, 30 à 45 minutes d'activité physique ou 8000 pas par jour, et alimentation, pas trop de graisse, pas trop de sucre, du poisson, des fruits et des légumes. Et pour ça, on va avoir besoin des médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis si on a déjà fait une maladie, là on aura des objectifs encore plus bas. Vous voyez, au lieu d'avoir 140, si j'ai fait un infarctus, on me demandera d'être plutôt à 130. Si j'ai fait un infarctus, au lieu d'être à 1 gramme, on me demandera d'être encore plus bas, à 0,50. Et puis on me donnera de l'aspirine ou des anticoagulants en fonction de ma pathologie. Tout ce que je vous ai montré, vous pouvez le retrouver, donc le Gérontopole de l'Île-de-France. On a fait plein de choses pour la prévention. Vous allez sur le site du Gérontopole et il y a tout un programme qui s'appelle le Solide Âge, solide dans l'âge. Et vous avez plein de petits guides pour tout ce que je vous ai montré. Vous faites Solide Âge Île-de-France et vous avez tout ce qu'il faut pour rester en forme sur la prévention. Comme ça, tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez le retrouver dans des petits guides. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec le Gérontopole d'Île-de-France. Vous allez sur le site, ça s'appelle Gérondif, et ou Gérontopole d'Île-de-France, et vous aurez plein de documentation pour la prévention. Je vous remercie.